porter les couleurs des Jets de Winnipeg, également des Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale de hockey. C'est maintenant un Joannais d'adoption puisqu'il est né à Cowansville, plus précisément, mais il a passé sa jeunesse à Iberville. Stéphane Beauregard, salut, comment ça va? Salut François, ça va très bien. Stéphane, on va parler de ta carrière un peu parce que tu as joué junior majeur ici à Saint-Jean. Pour un petit gars du coin, jouer junior majeur pour l'équipe locale, ça devait être spécial. C'est sûr que ce sont de beaux souvenirs. Si on retourne en 1988 pour ne pas dévoiler mon âge. C'était les belles années du junior majeur ici à Saint-Jean. La plupart des vendredis soirs, on remplissait le Colisée à pleine capacité. On avait de bonnes équipes et des beaux souvenirs. Juste avant de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, ici pour l'équipe de Saint-Jean, je veux absolument que tu nous parles de ton passage au niveau midget. Parce que là, il y a des jeunes qui vont souvent regarder ce podcast ou qui vont l'écouter et puis qui vont dire « Ah, moi, j'ai pas joué midget 3 cette année, ma carrière est finie, je pourrai jamais jouer au hockey de toute ma vie. » Le cas Stéphane Beauregard, c'est assez spécial. Raconte-nous comment se sont déroulées tes années midget. En fait, moi, François, je dis souvent, je n'étais pas vraiment destiné à une carrière de hockey professionnel. La première année que j'ai joué au hockey midget, écoute, j'avais joué, j'avais pas été invité au camp du midget 3A. J'avais fait le camp du midget 2A. J'avais été retranché et finalement, pour une question, à l'époque, il faut dire que c'était Iberville et Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait, pour les gens qui nous regardent présentement ou qui nous écoutent, là, à l'époque, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était Saint-Jean et il y avait Iberville. Et comme Stéphane le raconte si bien, il y avait toute une rivalité entre Saint-Jean et Iberville. Et si tu demeurais à Iberville, c'était pas facile de venir jouer à Saint-Jean dans le 2A. Exactement. Et puis, même dans le 2B, j'aurais dû au moins me classer dans le 2B. Mais cette année-là, on avait décidé qu'on ne prenait pas de gars d'Iberville. Donc, je m'étais retrouvé à jouer dans le midget 2C pour ma première année midget. Et la deuxième année midget, j'avais joué 2A, mais à Saint-Hubert. Là, à cette époque-là, les deux régions étaient associées, étaient ensemble. C'était fini. J'étais supposé être fini ma carrière de hockey au niveau amateur. Mais pour une raison X, Y, Z, pour une année seulement, on avait accepté les jeunes de 17 ans au niveau midget. Et l'année suivante, donc, il arrive le camp d'entraînement du midget 3A. Les invitations sont envoyées. Je ne reçois pas d'invitation pour le camp du midget 3A. Tiens, pas assez bon. Il y a des gens qui se sont plaints, qui ont dit qu'il y avait des bons joueurs qui n'avaient pas été invités. Il y a eu une deuxième ronde d'invitation. J'ai reçu l'invitation. Mais on s'entend que quand tu faisais partie de la deuxième ronde, tu n'étais pas nécessairement dans les plans de l'équipe. Mais c'est pas grave, je m'étais présenté avec une belle attitude et beaucoup d'espoir au camp du midget 3A. J'avais eu 4 demi-parties, donc 2 matchs complets de hors concours. J'avais accordé aucun but, donc 2 blanchissages. J'avais quand même été retranché, oui. Ben voyons donc. On m'avait retourné au midget 2A à Saint-Hubert. Et puis, un mois après, on m'avait rappelé à midget 3A. Et puis, l'année suivante, j'avais été repêché à Saint-Jean. C'est quand même spécial parce que le cas Stéphane Beauregard est souvent mentionné lorsque, justement, on retranche un petit gars au hockey mineur, puis le petit gars se retrouve dans le 2B ou dans le 2C ou au niveau maison. On dit souvent « Ouais, mais il y a déjà un gars qui est passé par Saint-Jean. Son nom, c'est Stéphane Beauregard. Il avait été coupé, puis il s'était retrouvé midget 2C, puis finalement, il a joué dans la Ligue nationale de hockey. » Comme un dépisteur m'a déjà dit, un dépisteur professionnel, peu importe où ce que vous êtes, si vous êtes bon, on va vous retrouver. Ça, c'est exact. Puis si on a une passion, puis si on aime évidemment le jeu, si on aime le sport du hockey, la game, si vous me permettez l'expression, ça va paraître sur la glace. Et puis, l'important, je pense, c'est d'avoir du plaisir puis de jouer ça avec beaucoup de passion. Puis, éventuellement, comme tu dis, François, si on est bon, il y a quelqu'un qui va nous voir quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane? Après ton passage, midget 3, tu arrives au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Tu fais l'équipe à Saint-Jean, un petit gars local qui joue pour l'équipe locale. Ça, c'est fantastique. Les gens parlent de Stéphane Beauregard. Enfin, on a quelqu'un de notre coin qui joue dans l'équipe. Puis là, tu n'étais pas juste au bout du banc, là. Tu as joué. En fait, ça aussi, c'est une drôle d'histoire parce que la première année que j'ai été repêché, il y avait 2 gardiens de but. Il y avait un gars qui s'appelait François Gravel et il y avait Joël Drolet. Et puis, il n'y avait pas vraiment de place pour moi. Donc, ma première année, je me souviens, jusqu'à Noël, je n'avais pas aucun match, seulement les pratiques. Le problème avec ça, c'est quand tu es 3e gardien de but, t'es un peu une cible là, au niveau des épaules, au niveau
au niveau de la tête. C'était pas vraiment agréable. Puis j'avais déjà 18 ans, je m'en allais sur 19 ans, donc je voyais pas vraiment un futur dans le hockey. J'étais inscrit au cégep à Saint-Jean, en sciences peu, ça allait très bien. Donc, après Noël, je considérais fortement là, de quitter. De quitter, simplement pas parce que j'aimais pas ça, mais pour me donner à autre chose, donc à me donner à mes études. Et puis, juste avant Noël, à la date limite des transactions, là, parce qu'il y a un moratorium, on ne peut pas échanger dans le junior majeur là, à une certaine date. François Gravel avait été échangé à Shawinigan. On m'avait donné une chance. Puis, après Noël, j'avais joué quelques matchs. Et puis, on n'avait pas une très, très bonne formation. On n'était pas dans les séries. Mais à chaque fois que je jouais, on se débrouillait quand même assez bien. Là. Ça allait vraiment bien. Et puis, Marc Lachapelle, qui était le journaliste à ce moment-là, là, qui était bien, bien connu avec le Journal de Montréal, aimait bien le mentionner dans le Journal de Montréal, justement. Et puis, il y avait beaucoup de gens à Saint-Jean qui disaient, écoute, on ne gagne pas, mais quand Stéphane est là, au moins, il y a de l'action. Ben, let's go. On va aller encourager un produit local. Exactement. Puis, je me souviens toujours d'un match parce que c'était Jacques Tremblay, qui était le coach, l'entraîneur à l'époque, là, qui était un Français. Il appelait le Français, c'était pas un Français, mais il avait coaché en France, il avait été entraîneur en France. Puis, lui, il allait beaucoup avec ses vétérans. Puis, il y avait beaucoup de pression, je pense, de me faire jouer. Puis, à un moment donné, il avait dit, vous voulez le voir, vous allez le voir. Et puis, il m'avait fait jouer contre Longueuil, qui à ce moment-là était vraiment les Chevaliers. Oui, les Chevaliers étaient très, très forts. Je pense qu'il y avait comme une vingtaine de matchs sans défaite à ce moment-là, à Longueuil. Et puis, pourquoi je parle de ce match-là en particulier? C'est parce que ce soir-là, on les avait battus, on avait brisé leur séquence de victoire, puis avec quelque chose comme 50 lancés, 52 lancés au net, on avait gagné 4-2. Mais l'entraîneur de l'année suivante, qui était Mario Bazinet, était là ce soir-là. Il était déjà engagé pour l'année suivante, ce qu'on ne savait pas. Et puis, lui, il avait vu ma performance, puis il avait dit ça va être notre gardien l'année prochaine. Puis, le reste, c'est l'histoire. L'année suivante, j'avais meilleur gardien junior au Canada et j'ai été repêché 2 ans après. C'est quand même fantastique parce que tu parles de François Gravel. Je me rappelle, il avait été un choix de première ronde de l'équipe de Saint-Jean. Ouais. Et il y a plusieurs équipes de la Ligue nationale qui disaient que c'était la 7e merveille du monde. Lui, il arrivait avec toute une réputation du midget 3A. Rogatien Vachon m'a déjà demandé de me parler de François Gravel, d'analyser ses performances. Mais j'avais dit, écoute, je ne suis pas dépisteur, là, c'est à toi de juger qu'est-ce qu'il est capable de faire sur la glace. Mais il m'avait demandé de lui parler de son attitude aussi à l'extérieur de la patinoire. Bof. On va passer à un autre sujet. Ceci étant dit, Stéphane, tu viens de le dire, par la suite, sous les ordres de Mario Bazinet, c'est là que ça a explosé. Là. Entre autres, tu as gagné le prix Guy Lafleur, remis meilleur joueur de hockey étudiant dans la Ligue junior majeure du Québec. Oui, exactement. J'avais terminé mon deck en sciences pures au cégep ici à Saint-Jean, en même temps que j'avais complété mon stage junior au hockey. J'avais joué 67 des 70 matchs de l'équipe. Et une anecdote un peu intéressante, c'était la première année où on a remis le CHL Goalie Award, là, c'est-à-dire le meilleur gardien junior au Canada. Donc, chacune des 3 ligues junior majeures au Canada avait un candidat. La Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest et la Ligue junior majeure du Québec. Et puis, c'est voté par les éclaireurs de la Ligue nationale. Et puis, j'avais gagné. C'est la première année, mais depuis ce temps-là, la liste était quand même intéressante. Là. Il y a eu Marc Denis, il y a eu Félix Potvin, Carey Price, le jeune Hart. C'est le fun de voir ça. C'est quand même... Et tu as été le premier? De tout premier en 88, exactement. Puis, au niveau du joueur étudiant, j'étais en compétition avec Kevin Cheveldayoff, qui est maintenant GM avec les Jets, et Sheldon Whelan, un gars que j'ai joué avec à Winnipeg. Donc, c'est des beaux souvenirs. Hey, je comprends. Parle-nous donc un peu par la suite, ton repêchage dans la Ligue nationale de hockey, parce que tous les joueurs qui sont passés par là m'ont toujours dit, François, c'est un moment inoubliable. C'est sûr. En plus de ça, l'année en 1988 où j'ai été repêché, ça se déroulait au Forum de Montréal, pas le Centre Bell, mais bien le Forum, le vieux Forum de Montréal. Et j'ai été présent donc avec mes parents et tous les membres de ma famille. Et puis c'est tout un moment, là, c'est tout des émotions, des grandes émotions quand ton nom est appelé. Donc en 3e ronde, 52e au total par les Jets de Winnipeg. Par la suite, ton premier match
dans la Ligue nationale de hockey. Tu peux pas oublier ce moment-là non plus. Non, en fait, mon tout premier match, si on regarde mon premier match hors concours, là, c'était contre... j'avais été rappelé juste avant Noël en 89 pour jouer contre l'Armée rouge. C'était encore l'époque où l'Armée rouge avait de fortes puissances, là, avant la tombée là, du rideau de fer. Là, et l'Armée rouge venait faire des petites tournées en Amérique. Et puis, elle avait des très bonnes équipes. Et on avait gagné, on les avait battus 5-1 et j'avais eu vraiment essuyé un barrage de tir et j'avais 21 ans et c'était vraiment quelque chose de particulier. Je me souviens encore, j'avais eu 2 ovations, trois ovations en fait. J'avais fait une très, très grosse arrêt en deuxième période, puis les gens s'étaient spontanément levés debout. Quand j'avais perdu mon blanchissage avec comme 3 minutes à jouer pour un peu m'encourager, puis lorsque j'avais été nommé première étoile du match, alors quand c'est des grosses émotions, c'était la première fois à Winnipeg, c'est quelque chose que je chéris comme souvenir. Parlons un peu de Winnipeg. Juste une parenthèse comme ça. Oui. C'est un vrai marché de hockey. Les Jets sont encouragés par une foule survoltée. C'est vraiment spécial de jouer à Winnipeg. C'est un très, très bon marché de hockey. C'est pas une ville... C'est sûr que c'est pas une ville qui va être comparable à des grands marchés comme, disons, Los Angeles, New York, les grandes métropoles américaines. Mais c'est un marché où le hockey est roi. Le hockey est la principale attraction au niveau du divertissement. Et les gens sont vraiment fervents de hockey. J'ai adoré jouer à Winnipeg. La seule chose, c'était vraiment les hivers sont très, très rigoureux. Puis ça, c'est très difficile, mais pour jouer au hockey, c'est sûr que c'est une place qui est spéciale, comme la plupart des villes canadiennes, d'ailleurs, je pense. Et avec les Jets, tu as eu passablement de boulot. Tu as été numéro 1 pendant un petit bout de temps. Parle-nous donc de ton expérience contre les Oilers d'Edmonton. C'était quoi, en 1990 à peu près? Oui, c'est ma première année. On était en série contre les Oilers. On menait la série 3-1 et ils ont réussi à nous remonter, nous battre en 7 matchs. Mais chacun des 7 matchs a été, je pense, ça a été décidé. À part peut-être le 7e, là, ça a été décidé par un but. Je pense 2 ou 3 matchs en supplémentaire. C'était vraiment une série âprement disputée et c'est la dernière année où les Oilers ont gagné la Coupe Stanley. Donc, après nous avoir battus, ils n'ont pas été vraiment... Ils ont gagné les autres séries, je pense, en 4 ou 5 matchs. Donc, il y avait quoi? Gretzky, Coffey, Messier. Dans le filet, c'était Andy Moog ou Grant Fuhr? En fait, Gretzky était déjà rendu à Los Angeles. C'était la première année de Billy Ranford. C'est vrai. Donc, moi, j'étais en train de te vieillir. C'est vrai. Bill Ranford qui avait gagné comme gardien de but. Ouais. La Coupe Stanley avec les Oilers d'Edmonton. Exactement. Ouais, il avait connu une saison de... Et à cette époque-là, c'est toi qui avais gaulé toute la série contre les Oilers d'Edmonton? On avait gagné 4 des 7 matchs, dont le 7e match, oui. Aïe. Non, c'est des souvenirs intenses, oui. C'était très intense. Cette année-là, les Oilers ont gagné la Coupe Stanley, mais tu as gagné quand même un championnat. C'était dans la Ligue internationale? Oui, dans la Ligue internationale en 98 avec le premier championnat des Wolves de Chicago. Ils en ont gagné quelques-uns depuis, tant dans la Ligue internationale que dans la Ligue américaine. C'était le premier championnat des Wolves. Et puis, à l'époque, la Ligue internationale, il y avait beaucoup de clubs-écoles de la Ligue nationale qui était là. C'était une très, 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 très bonne ligue de hockey. On peut sûrement, là, on peut argumenter là, que c'était la deuxième meilleure ligue au monde. Et puis, on avait battu les Vipers de Détroit en 7 matchs aussi en finale. Beau souvenir, oui. Moi, je voudrais que tu nous parles d'une certaine journée de 1992. Le repêchage de la Ligue nationale a lieu cette année-là à Montréal. Au Forum, exact. Tu es sur place parce que tu viens de connaître une saison de rêve avec les Jets de Winnipeg. Mm-hmm. Et là, moi, je suis dans les gradins, je travaille. Et là, il y a une journaliste, je me rappelle seulement de son prénom, Brenda, qui vient de me voir, travaille pour Buffalo, qui me dit « François, il y a un gardien de but, on vient de mettre la main sur un gardien de but, je ne sais pas si tu le connais, mais son nom, c'est Stéphane Beauregard. Et on venait de se croiser dans les corridors à Montréal. Alors, je dis à Brenda, il n'y a pas de problème, je vais te présenter Stéphane Beauregard. Je suis parti à courir, j'ai été te chercher, je t'ai dit « Écoute, Stéphane, t'es passé au Sabre de Buffalo.
Les journalistes de Buffalo voudraient déjà te parler. Est-ce que tu es prêt à accorder une entrevue? Donc, cette journée-là, tu es passé au Sabre de Buffalo. Ce que les gens ne savent peut-être pas, mais c'est que tu n'es pas resté longtemps à Buffalo. Comment ça s'est passé exactement? En fait, cette année-là, si on se rappelle bien, c'était l'année de... L'expansion. L'année d'expansion, les sénateurs et... les Sharks. Les Sharks, c'est ça, entraient dans la Ligue. Et c'était John Ferguson qui était GM, gérant général à Ottawa. C'est lui qui m'avait repêché quand j'étais à Winnipeg. Et il avait été dit dans les journaux que son premier choix au niveau de repêchage de l'expansion serait Stéphane Beauregard. Donc, il s'en venait me chercher. Il a été annoncé publiquement. Alors, ce que les Jets ont fait, parce que les Jets, on avait Bob Essenza, Rick Tabaracci et moi, donc 3 gardiens de but qui étaient déjà établis dans la Ligue nationale. Ce qu'ils avaient fait, il y avait le droit seulement de protéger 2 gardiens de but. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, ils m'ont échangé contre Christian Ruutu à Buffalo. Et Buffalo m'a protégé du repêchage de l'expansion et Winnipeg a pu protéger Christian Ruutu parce que Buffalo n'avait pas non plus de place là, pour protéger Christian Ruutu. Ensuite de ça, je pense que c'est 3 semaines après, un vendredi soir, Chicago m'a échangé à Buffalo m'a échangé à Chicago. Au Blackhawks. Oui, contre un certain Dominique Hasek. Oui, aïe. Ça, je me rappellerai toujours, c'est Mike Keenan. Il m'avait appelé le vendredi pour me dire vendredi soir, chez mes parents à Iberville, pour me dire on a fait ton acquisition. Et le dimanche soir, il m'avait rappelé pour me dire on vient de te rééchanger à Winnipeg contre Christian Ruutu. Donc, ce qu'ils ont fait simplement, c'est qu'ils ont échangé Dominique Hasek contre Christian Ruutu et on a été protégés du repêchage de l'expansion. Tu sais que tu vas pouvoir te vanter de ça pour le reste de ta vie, est échangé contre Dominique Hasek. Tu sais qu'à sa première saison, au match des étoiles, j'avais été couvrir le match des étoiles, et puis Dominique Hasek était sur l'équipe des recrues des étoiles. C'était tout un gardien de but, là. Oui, en fait, lui, dans le temps où dans la Ligue internationale, mes premières années, j'étais à Fort Wayne, à l'Indiana, et Dominique Hasek jouait en Indianapolis, le club école des Blackhawks à l'époque. Alors, c'était la rivalité de l'Indiana. Je me rappelle, parce que je pense que c'est son tout premier match en sol nord-américain. C'était contre nous autres, c'était contre moi. Et on l'avait poivré là, de 40 shots au net, puis il avait donné comme 1 ou 2 buts, puis il nous avait battus. Puis les gars, après le match, parce que Dominique Hasek, c'est Dominique Hasek. C'était un petit peu... Il est tout croche. Il a un style peu orthodoxe. Devant le filet, on va se dire les vraies affaires, là. Il est tout croche. Là, je vais dire quelque chose, François. Après ce match-là, les gars m'avaient dit qu'est-ce qui vient de se passer là? J'avais dit, écoutez, faites-vous-en pas. C'est du grand n'importe quoi. Il a été chanceux. Donnez-y 2-3 mois, ils vont le retourner d'où il vient. Ça me donne une idée. Sauf que je l'ai vu jouer souvent, Dominique, à chaque temps au niveau de la Ligue nationale que dans les mineurs. Puis je peux vous dire que oui, c'est le chaos, mais c'est le chaos ordonné. Oui. C'est-à-dire, pour les jeunes gardiens qui regardent le podcast ou qui écoutent le podcast et qui écoutent ça, c'est lui, il faisait dans la même situation, même si ça avait l'air, c'était très anorthodoxe, dans la même situation de jeu, il faisait toujours la même chose. Donc, ça a été un des premiers. Vous voyez, quand il était battu, il protégeait bien en allant sur le ventre et en étirant les jambes, protéger le bas du net. Donc, si vous êtes capable de le battre en haut, ben tant mieux pour vous, mais souvent, les gars sont pressés et ainsi de suite, et il va faire l'arrêt, il va le voler. Donc, c'est ce que j'ai compris après l'avoir vu jouer souvent, c'est qu'il faisait souvent dans la même situation, le même genre de choses qui peuvent lui sembler un peu n'importe quoi, mais c'était un n'importe quoi bien ordonné dans son cas à lui. Essayez pas à la maison, mais pour lui, ça fonctionnait. Pour lui, ça fonctionnait. Donc, tu as joué dans la Ligue nationale pour les Jets, pour les Flyers de Philadelphie. À l'époque où Stéphane a porté les couleurs des Flyers de Philadelphie, il y avait John Leclerc, il y avait également le numéro 4. Non, John Leclerc n'était pas arrivé. Non, c'est la première année d'Eric Lindros. Ben, c'est ce que j'allais dire. Eric Lindros. D'ailleurs, tu m'as déjà conté quelques anecdotes des gens qui poursuivaient Eric Lindros, même sur les étages pour prendre des photos. Tu te rappelles la fameuse histoire? Raconte ça, sinon c'est trop drôle. Ben, en fait, les joueurs de hockey n'aiment pas bien. On aime toujours rencontrer les partisans, c'est sûr. On aime toujours signer des autographes, prendre des photos avec les partisans. Ça, c'est pas un problème, mais il reste un moment donné où il y a une limite aussi. Les joueurs de hockey n'aiment pas nécessairement se faire poursuivre qu'à l'hôtel. Et il y avait des partisans qui avaient poussé l'hôtel
l'audace jusqu'à nous suivre à l'étage, c'est-à-dire à prendre l'ascenseur. Il avait demandé prendre une photo avec Éric et il y a un des joueurs qui s'était offert à prendre la photo. Il avait pris l'appareil, puis dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui où on a c'est pas des téléphones un appareil photo avec un téléphone incorporé. Là, c'est pas ça. Là. Dans le temps, c'était vraiment avec des pellicules et tout ça. Et le gars avait tout simplement pris la photo, mais il s'était assuré qu'il avait coupé la tête d'Éric. Donc, ça peut être n'importe qui. Non, mais c'est incroyable. Tu réussis à poursuivre un joueur de hockey jusque devant sa chambre d'hôtel. Tu penses avoir sa photo, puis finalement, la tête est coupée. Stéphane, après avoir porté les couleurs des Jets de Winnipeg et des Flyers de Philadelphie, tu as joué au niveau professionnel, mais dans la Ligue internationale, entre autres, tu as joué en Europe aussi? Oui, j'ai eu le privilège, je dis bien le privilège de jouer en Suisse et en Allemagne. Au niveau de la Suisse, ça a été une expérience absolument incroyable. J'ai joué à Davos. Davos, là, c'est mieux connu pour le World Economic Forum, le Forum économique mondial. Là, à tous les ans où les plus grands de ce monde vont se rencontrer là, pour discuter de l'état économique de la planète. Et c'est un endroit absolument incroyable à vivre. Et ça ressemble un peu, là, si on veut faire une comparaison un peu à Westpler ou à Banff ici au Canada. Là, donc, j'avais le privilège de jouer là de façon professionnelle et de vivre là. C'était vraiment une expérience unique et quelque chose là, d'inoubliable. Comment ça se passe lorsqu'on décide, on se rend compte qu'on doit prendre sa retraite, puis on a goûté, entre autres, à la Ligue nationale de hockey? Ça ne doit pas être évident. Je vais être honnête avec toi, François. Moi, j'ai toujours eu quand même des intérêts multiples. Là. Je me suis toujours intéressé beaucoup à ce qui se passe au niveau économique, la politique, aux finances. Et j'ai toujours pensé que quand ma carrière serait terminée, ça serait qu'est-ce qu'on appelle en anglais un clean break. Là. Je serais capable de passer à autre chose facilement, mais ça n'a pas été ça du tout. Peut-être que parce que ça a arrêté quand même assez abruptement. Là. J'étais en Europe, j'étais en Allemagne à ma dernière année. Les 2 dernières années en Europe, en Suisse et en Allemagne, je m'étais entraîné quand même assez fort pour être en excellente... j'avais seulement 32 ans, mais j'avais dans l'idée que je pourrais jouer jusqu'à 36, 37, peut-être même jusqu'à 40 ans. C'est une belle qualité de vie, c'est une belle vie de famille. Et puis, c'était ça un petit peu mon plan. Puis, j'ai été blessé aux hanches. Je fais de l'arthrose sévère dans les 2 hanches et je n'ai pas eu le choix là, d'arrêter. Donc, le deuil, parce que c'est un deuil. On parle, c'est d'un deuil. Le deuil de la game, le deuil du hockey a été plus difficile à faire que j'aurais pensé. J'ai eu 2 opérations sévères aux 2 hanches et puis ça a été de la réhabilitation pendant 2 ans, réapprendre carrément à marcher. Ça n'a pas été 2 années... Facile? Non, pas nécessairement facile, non. Mais rappelez-vous, on l'a mentionné tantôt, ce gars-là a gagné le prix Guy Lafleur, meilleur étudiant joueur de hockey dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, maintenant, tu travailles, tu as un bon métier, un excellent métier, et tu travailles dans les finances. Oui, exactement. Quand après les 2 premières années que je suis revenu, donc vers 2002-2003, je me suis inscrit je suis retourné à l'université parce que même pendant ma carrière, là, les années où on finissait un petit peu plus tôt, là, je prenais des cours d'été à l'Université Concordia. Donc, ça a été... je suis retourné à l'université, j'ai fait mon bac en finance, majeur en finance, mineur en marketing. Et par la suite, j'ai fait le CFA, là, c'est-à-dire CFA, c'est Certified Financial Analyst, un analyste financier agréé, exactement. Et puis, c'est un petit peu l'équivalent d'une maîtrise en finance. C'est un titre qui est reconnu au niveau mondialement. Là. C'est un ordre professionnel de la Virginie aux États-Unis, mais c'est reconnu dans tous les pays développés du monde. Et maintenant, je suis avec BMO Nesbitt Burns et je fais de la gestion de portefeuille, gestion du patrimoine, conseiller financier, oui. Stéphane Beauregard, merci beaucoup d'être venu en studio. Ça a été toujours un plaisir, François. Écoute, nous autres, ça fait un bail. On a commencé, j'avais une petite enregistreuse, j'allais le voir après les matchs junior majeurs pour faire les entrevues avec les castors. Avec la petite enregistreuse, un petit bouton rouge. Ouais. Record. Dans le temps, j'en ai fait des matchs junior majeurs. À peu près 118, puis l'année d'après, 121. Quand même. C'est quand même des beaux souvenirs. Oui, d'excellents souvenirs. Stéphane, merci. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ciao.